Losteboueux. À l'intérieur du trèfle royal, vaste tente toute brodée de fleurs de lys mais où l'on pataugeait comme ailleurs, Louis X, entouré de son plus jeune frère Charles, nouvellement fait comte de la Marche, de son oncle le comte de Valois, de son chancelier Étienne de Mornay, écoutait le connétable Gaucher de Châtillon exposer la situation. Le rapport ne présentait rien d'encourageant. Châtillon, comte de Porcien et sire de Crèvecoeur, était connétable depuis 1284, c'est-à-dire le tout début du règne de Philippe le Bel. Il avait vu le désastre de Courtrai, la victoire de Mont-Saint-Pével et bien d'autres batailles sur cette frontière du Nord toujours menacée, où il se trouvait pour la 6e fois de sa vie. Il avait alors 65 ans. C'était un homme de moyenne taille, bien charpenté, que les années ni la fatigue n'amoindrissaient. Son cou plissé, sortant de la cuirasse, ses paupières mi-closes et la manière qu'il avait de tourner la tête lentement de droite à gauche le faisaient ressembler à une tortue. Il paraissait pesant parce qu'il était réfléchi. Sa force physique, son courage au combat imposaient le respect autant que ses compétences stratégiques. Il avait trop connu la guerre pour l'aimer encore, et ne la considérait plus que comme une nécessité politique. Il ne mâchait pas ses mots, ni ne s'embarrassait de vaines glorioles. « Sire, dit-il, les viandes et les vivres ne parviennent plus à l'ost. Les chariots sont embourbés dans des fondrières à 6 lieues d'ici, et l'on casse les traits d'attelage à les vouloir sortir. Les hommes commencent à gronder de faim et de colère. Les bannières qui ont encore à manger doivent défendre leurs réserves contre les voisins. Les archers de Champagne et ceux du Perche en sont venus aux mains tout à l'heure, et ce serait beau voir que nos soldats se livrent bataille entre eux avant même que d'avoir affronté l'ennemi. Je vais être forcé de faire pendre, ce que je n'aime guère. Mais les gibets dressés ne remplissent pas les ventres. Nous comptons déjà plus de malades que n'en peuvent soigner les barbiers chirurgiens. Ce sont les aumôniers, bientôt, qui auront gros travail. Voici 4 jours que cela dure, et qu'on ne voit point d'amélioration à l'intempérie. Encore 2 jours, la famine est déclarée. Et personne ne pourra empêcher les hommes de déserter pour aller quérir pitance. Tout est moisi, tout est pourri, tout est rouillé. En matière de preuve, il secoua le camail d'acier dégouttant d'eau qu'il avait ôté de ses épaules en entrant. Le roi marchait en rond, nerveux, anxieux, agité. On entendait dehors des vociférations et des claquements de fouet. « Qu'on cesse ce tumulte !» cria le hutin. « On ne s'entend plus !» Un écuyer souleva la portière du trèfle. La pluie continuait de tomber, torrentielle, et formant devant l'entrée de la tente comme un autre rideau. 30 chevaux, enfonçant dans la boue jusque par-dessus les boulets, étaient attelés à un énorme tonneau qu'ils ne parvenaient pas à mouvoir. « Où portez-vous ce vin ?» demanda le roi au charretier qui barbotait dans l'argile. « À Monseigneur d'Artois, sire !» répondit l'un d'eux. Le hutin les regarda un moment de ses gros yeux globuleux, hocha la tête et se détourna sans rien ajouter. « Que vous disais-je, sire ?» reprit Gaucher. « Nous aurons peut-être à boire ce jour, mais demain, n'y comptez plus. Ah, j'aurais dû vous prier plus nettement de vous en remettre à mon conseil. J'étais d'avis qu'on s'arrêtât plus tôt, en s'affermissant sur quelque hauteur au lieu de plonger dans ce bourbier. Monseigneur de Valois et vous-même insistiez pour qu'on allât de l'avant. J'ai craint qu'on ne me prit pour couard et qu'on accusât mon âge, si j'empêchais l'os de progresser. J'ai eu tort. » Charles de Valois s'apprêtait à répliquer lorsque le roi demanda « Et les Flamands ?» « Ils sont en face de l'autre côté de la rivière, en aussi grand nombre que nous, et guère plus heureux, je pense, mais plus près de leur ravitaillement et soutenus par le peuple de leur bourg. Si même l'eau vient à baisser demain, ils seront mieux préparés à nous attaquer que nous à les assaillir. » Charles de Valois haussa les épaules. « Allons, Gaucher, la pluie vous assombrit l'humeur, dit-il. À qui ferez-vous croire qu'une bonne chevauchée chargeante ne pourrait avoir raison de cette piétaille de tisserand, aussitôt que nous progresserons, avec notre mur de cuirasse et notre forêt de lances, ils vont s'égayer comme moineaux. » Le comte était superbe, malgré la boue qu'il couvrait, dans sa cotte de soie brodée d'or passée par-dessus son vêtement de maille. Et certes, il paraissait plus roi que le roi lui-même. Cousin de tout le monde, il l'était aussi du connétable, ayant en 3e noces épousé une Châtillon. « Vous montrez assez, Charles, répliqua Gaucher, que vous ne vous trouviez pas à Courtrai voici 13 ans. Vous étiez alors à guerroyer en Italie pour le pape. Moi, j'ai vu cette piétaille de tisserand, comme vous l'appelez, mettre à mal nos chevaliers qui s'étaient trop hâtés, les renverser de leur monture et les découper au couteau, dans leurs armures sans daigner faire de prisonniers. Il faut croire alors que je manquais, dit Valois avec une suffisance qui n'était qu'à lui. Cette fois, je suis là. » Le chancelier Mornay chuchota à l'oreille du jeune comte de la Marche. « Entre votre oncle et le connétable, il ne sera pas long que l'étincelle jaillisse.
Dès qu'ils sont de front, la colère les prend seulement de se voir. « La pluie! La pluie !» disait Louis X avec rage. « Aurais-je donc toujours toute chose contre moi ?» Une santé incertaine, un père dont l'autorité glaciale l'avait pendant 25 années écrasé, une épouse infidèle et scandaleuse, des ministres hostiles, un trésor vide, des vassaux révoltés, une disette l'hiver même où commençait son règne, une tempête qui manquait d'emporter sa nouvelle femme. Sous quelle effroyable discorde de planètes que les astrologues n'avaient pas osé lui révéler, fallait-il qu'il fût né, pour rencontrer l'adversité en chaque décision, en chaque entreprise, et finir par être vaincu non pas même en bataille, noblement, mais par l'eau, par la boue, où il venait d'enliser son armée. À ce moment, on lui annonça une délégation des barons de Champagne conduits par le chevalier Étienne de Saint-Phal et qui demandait une révision de la charte qu'on leur avait octroyée au mois de mai. Les Champenois menaçaient de quitter l'Ost s'ils n'obtenaient pas satisfaction immédiate. « Ils choisissent bien leur jour !» s'écria le roi. « Quand on commence à lâcher du fil, dit Gaucher en balançant sa tête de tortue, il faut s'attendre à ce que toute la pelote y passe. » Chaque bannière de l'Ost présentait une physionomie particulière qui tenait autant au caractère de sa province d'origine qu'à la personnalité de son chef. Dans celle du comte de Poitiers régnait une discipline sévère. Les alignements de tentes y étaient rigoureux, les allées dégagées et remblayées autant qu'il se pouvait, les sentinelles régulièrement espacées. Et l'on n'y manquait pas de vivres, ou pas encore. Lorsque les chariots avaient commencé de s'embourber, Poitiers avait ordonné de répartir les denrées de subsistance et d'en charger les hommes de pied. Ceux-ci avaient d'abord maugréé, aujourd'hui il bénissait monseigneur Philippe. De même qu'il appréciait l'ordre, Poitiers appréciait le confort. 100 valets d'armes avaient été employés à creuser des fossés d'écoulement avant de planter son trèfle sur un sol de rondins où l'on pouvait vivre à peu près au sec. Presque aussi riche et spacieuse que celle du roi, cette tente comprenait plusieurs appartements séparés par des tapisseries. À cette heure où son frère s'emportait contre la députation champenoise, Philippe de Poitiers, assis sur son fauteuil de campagne, son épée, son écu et son aume posés à portée de la main, conversait tranquillement avec ses principaux bannerets. S'adressant à l'un des bacheliers de sa suite, il lui demanda « Héron, avez-vous lu, comme je vous en ai prié, le livre de ce Florentin ?»« Dante dei Alighieri ?» ?»« C'est cela même, qui traite si mal ma famille, m'a-t-on dit. Il était fort protégé de Charles Martel de Hongrie, le père de cette princesse Clémence qui bientôt nous arrive pour reine. J'aimerais savoir ce que compte son ouvrage. » « Je l'ai lu, monseigneur, je l'ai lu, » répondit Adam Héron. Ce messer Dante imagine, pour commencer de sa comédie, qu'en la 35e année de son âge, il se perd dans une forêt sombre où le chemin lui est barré par des animaux effrayants, à quoi messer Dante reconnaît qu'il s'est égaré du monde des vivants. Les barons qui entouraient le comte de Poitiers se regardèrent avec surprise. Le frère du roi n'aurait jamais fini de les étonner. Voilà qu'au milieu d'un camp de guerre, dans le désarroi où l'on était, il n'avait soudain d'autre souci que de s'entretenir de poésie, comme s'il s'était trouvé au coin du feu, en son hôtel de Paris. Seul le comte d'Évreux, qui connaissait bien son neveu et l'appréciait chaque jour davantage depuis qu'il servait sous ses ordres, avait deviné l'intention. Philippe cherche à distraire ses chevaliers de cette mauvaise inaction, et plutôt que de les laisser s'échauffer la cervelle, il les mène à rêver en attendant de les mener se battre. Car déjà Anceau de Joinville, Goyon de Bourset, Jean de Beaumont, Pierre de Garancière, Jean de Clermont, s'étant assis sur des coffres, écoutaient, l'œil brillant, le récit du bachelier Héron d'après le Dante. Ces rudes hommes, brutaux souvent dans leur façon de vivre, étaient épris de mystérieux et de surnaturel, et toujours prêts à accueillir le merveilleux. Les légendes les séduisaient. Le spectacle n'était pas sans étrangeté que celui de cette assistance vêtue de fer qui suivait avec passion les allégories savantes du poète italien, s'interrogeait sur la beauté de cette dame Béatrice, aimée d'un si grand amour, frémissait au souvenir de Francesca di Rimini et de Paolo Malatesta, et soudain s'esclaffait parce que Boniface VIII, en compagnie de quelques autres papes, rôtissait au XVIIIe cercle de l'enfer, dans la fosse des trompeurs et des simoniaques. C'est une bonne manière qu'a inventé ce clerc pour se venger de ses ennemis et soulager ses griefs, dit Philippe de Poitiers en riant. Et où donc a-t-il placé ma parenté?
En purgatoire, monseigneur, répondit le bachelier, qui était allé, à la demande de tous, quérir le volume copié sur un gros parchemin. Alors, lisez-nous ce qu'il en écrit, ou plutôt traduisez pour ceux d'entre nous qui n'entendent pas la langue d'Italie. Je n'ose, monseigneur. Mais si, ne craignez pas, il importe de savoir ce que pensent de nous ceux qui ne nous aiment pas. Messer Dante invente qu'il rencontre une ombre qui gémit bien fort. Il interroge cette ombre sur la cause de sa douleur et voici la réponse qu'il obtient. Je fus la racine de cette plante funeste qui projette tellement son ombre sur la terre chrétienne que les bons fruits n'y peuvent mûrir que rarement. Si Douai, Gand, Lille et Bruges le pouvaient, une éclatante vengeance en serait tirée. Je la demande, cette vengeance, au souverain juge. Voilà qui me semble prophétique et s'accorde tout à fait au moment où nous sommes, dit le comte de Poitiers. Ce poète-là connaît bien nos ennuis de Flandre. Poursuivez. Je fus appelé Hugues Capet. De moi sont issus les Louis et les Philippe, qui règnent récemment sur la France. J'étais fils d'un boucher de Paris, lorsque les anciens rois vinrent tous à manquer, hormis un seulement, un moine en robe grise. Ceci est faux du tout, interrompit le comte de Poitiers en décroisant ses longues jambes. C'est une mauvaise légende qu'on a fait courir ces temps-ci pour nous nuire. Hugues était duc de France. Tout le temps que dura la lecture, il ne cessa de commenter avec calme, parfois avec ironie, les attaques que le poète italien déjà illustre en son pays portait contre la maison royale. Dante accusait Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, non seulement d'avoir assassiné l'héritier légitime du trône de Naples, mais encore d'avoir fait emprisonner saint Thomas d'Aquin. « Voici nos cousins d'Anjou bien assaisonnés eux aussi, dit à mi-voix le comte de Poitiers. » Mais le prince français à qui Dante s'en prenait avec le plus de violence, celui auquel il réservait ses pires malédictions, c'était un autre Charles, venu ravager Florence et la percer au ventre. De la lance avec laquelle combattit Judas. Mais c'est de mon comte Valois qu'il s'agit ici, et de sa grande croisade toscane, quand il était vicaire général de la chrétienté. Voilà donc la raison de si forte vindicte. Il semble que monseigneur Charles nous ait acquis de bons amis en Italie. Les assistants se regardaient, ne sachant quelle attitude prendre, mais ils virent que Philippe de Poitiers souriait, en se frottant le visage de sa longue main pâle. Alors, ils osèrent rire. On n'appréciait guère monseigneur de Valois dans l'entourage du comte de Poitiers. Or, le poète Dante n'était pas seul à détester les princes de France. Ceux-ci avaient d'autres ennemis, tout aussi tenaces, et jusque dans les rangs de l'armée. À 200 pas du trèfle du comte de Poitiers, sous une tente du camp des chevaliers de Bourgogne-Comté, le sire de Longwy, homme de petite taille, au visage sec et sévère, conférait avec un personnage bizarrement vêtu, moitié moine et moitié soldat. « Les nouvelles que vous me portez d'Espagne sont bonnes, frère Évrard, disait Jean de Longwy, et j'aime entendre que nos frères de Castille et d'Aragon ont repris leur commanderie. Ils sont plus heureux que nous qui devons continuer d'agir dans le silence. » Jean de Longwy était le neveu du grand maître des Templiers Jacques de Molay, dont il se considérait l'héritier et le successeur. Il avait juré de venger le sang de son oncle et d'en réhabiliter la mémoire. La mort prématurée de Philippe le Bel, accomplissant la triple et fameuse malédiction, n'avait pas désarmé sa haine. Il la reportait sur les héritiers du roi de fer, sur Louis X, sur Philippe de Poitiers, sur Charles de la Marche. Longwy suscitait à la couronne tous les ennuis qu'il pouvait. Il militait dans les ligues baroniales. En même temps, il s'efforçait de reconstituer secrètement l'ordre des Templiers, gardant liaison avec des frères rescapés par lesquels il s'était fait reconnaître grand maître. « Je souhaite fort la défaite du roi de France, reprit-il, et je ne suis venu à cette tosque qu'avec l'espoir de le voir navré d'un bon coup d'épée, ainsi que ses frères. » Maigre, les yeux noirs et rapprochés et boiteux par l'effet de ses tortures, l'ancien templier Évrard répondit « Que vos prières soient exaucées, maître Jean, par Dieu s'il se peut, et sinon par le diable. »« Ne m'appelez point maître, pas ici, » dit Longwy. Il souleva brusquement la portière pour s'assurer qu'on ne les épiait pas et expédia vers quelques corvées 2 valets d'écurie qui ne faisaient d'autre mal que s'abriter de la pluie sous le vent de la tente. Puis, revenant à Évrard, « Nous n'avons rien à attendre de la couronne de France, mais il dépendra du nouveau pape de rétablir l'ordre et de nous rendre nos commanderies d'ici et d'outre-mer. Ah, le beau jour que ce sera là, frère Évrard !» La chute de l'ordre ne remontait qu'à 8 ans.
Sa condamnation à moins encore. Il n'y avait guère plus de 16 mois que Jacques de Molay était mort sur le bûcher. Tous les souvenirs étaient frais, les espérances vivaces. Longwy et Évrard pouvaient encore rêver. « Donc, frère Évrard, reprit Longwy, vous allez maintenant vous rendre à Bar-sur-Aube, où l'aumônier du comte de Bar, qui est un peu des nôtres, vous donnera une place de clerc afin de n'avoir plus à vous cacher. Puis vous partirez pour Avignon, d'où l'on m'instruit que le cardinal de Haise, qui est une créature de Clément V, a repris de grandes chances d'être élu, ce que nous devons éviter à tout prix. Trouvez le cardinal Caetani qui est résolu lui aussi à venger son oncle, le pape Boniface. Je gage qu'il m'accueillera bien lorsqu'il saura que j'ai déjà aidé à envoyer Nogaret les pieds outre. C'est la Ligue des Neveux que vous allez faire. » « Tout juste, Évrard, tout juste. Voyez donc Caetani et dites-lui que nos frères d'Espagne et d'Angleterre, et tous ceux cachés en France, le souhaitent et le choisissent en leur cœur pour pape. Ils se tiennent prêts à le soutenir, non seulement de prière, mais par tous les moyens. Je parle en leur nom. Vous vous mettrez à l'obéissance du cardinal pour ce qu'il vous demandera. Là-bas, voyez aussi le frère Jean Dupré, qui pourra vous être de grand secours. Et ne manquez pas en chemin de connaître si certains de nos frères ne sont pas dans les parages. Tâchez à les réunir en petite compagnie, à leur faire répéter leurs serments, comme vous le savez. Allez, mon frère, ce sauf-conduit qui vous donne pour frère aumônier de ma bannière vous aidera à sortir du camp sans que question vous soit posée. » Il tendit un papier que l'ancien templier glissa sous le gambison de cuir qui recouvrait jusqu'aux hanches son froc de bure. « Sans doute manquez-vous de deniers, dit encore Longwy. « Oui, maître. » Longwy tira 2 pièces d'argent de sa bougette. Évrard lui baisa la main et partit en boitant sous la pluie. Comme il traversait la bannière de France, il entendit dans une allée des cris et des rires. Une femme, largement dépoitraillée et abritant ses cheveux rouges sous sa jupe retroussée, courait entre 2 tentes, poursuivie par des soldats goguenards. Sur l'arrière d'un chariot bâché, une autre ribaude aguichait la pratique. Évrard s'arrêta, la hanche de travers, et demeura immobile un moment, attentif à son propre émoi. Les occasions de sacrifier au désir de la chair étaient rares. Ce qui le faisait hésiter, c'était moins d'employer à pareille fin l'obole de maître Jean que le peu de temps écoulé entre le don et l'usage. Bah, il mendirait pour poursuivre sa route. Le pain s'obtient de la charité plus fréquemment que le plaisir. Il se dirigea vers le chariot aux ribaudes. Tout auprès se dressait une haute tente rouge brodée de 3 châteaux d'Artois, mais sur laquelle flottait la bannière de Conches. Le campement de Robert d'Artois ne ressemblait en rien à celui du comte de Poitiers. De ce côté-là, en dépit de la pluie, ce n'était que mouvement, agitation, rumeurs, allées et venues dans un désordre si général qu'il paraissait voulu. Le lieu donnait l'image d'un marché en plein vent plus que d'une place de guerre. Des relents de cuir mouillé, de vin suri, de purin, d'excréments offensaient un peu le nez. D'Artois avait loué aux marchands qui accompagnaient l'armée une partie des champs affectés à sa bannière. Qui souhaitait acheter un baudrier neuf, remplacer la boucle de son aume, se procurer des protège-coups d'enfer ou simplement lamper un gobelet de cervoise ou de piquette, devait venir là. Le désœuvrement chez le soldat favorise la dépense. On tenait foire devant la portière de messire Robert, qui s'était arrangé pour attirer également dans son coin les filles folieuses, si bien qu'il en pouvait faire libéralité à ses amis. Quant aux archers, arbalétriers, palefreniers, valets d'armes et goujats, ils avaient été repoussés et s'abritaient sous des feuillées qu'ils avaient construites ou bien sous les chariots. À l'intérieur de la tente rouge, on ne parlait guère poésie. Un tonneau de vin y était constamment en Perse. Les cruches circulaient au milieu du vacarme, les dés roulaient sur le couvercle des coffres. L'argent se jouait sur parole, et plus d'un chevalier avait déjà perdu ce qui lui aurait coûté sa rançon en bataille. Alors que Robert ne commandait qu'aux troupes de Conches et de Beaumont-le-Roger, un grand nombre de chevaliers d'Artois qui dépendaient de la bannière de la comtesse Mao se trouvaient en permanence chez lui, où il n'avait, militairement parlant, rien à faire. Adossé au mât central, Robert d'Artois dominait de sa taille colossale toute cette turbulence. Le nez bref, les joues plus larges que le front et ses cheveux de lion rejetés en arrière sur sa côte écarlate, il jonglait négligemment avec une masse d'armes. Pourtant, il y avait une fêlure dans l'âme du géant, et ce n'était pas sans motif qu'il désirait s'étourdir de boissons et de bruit. « Ô mien, les batailles de Flandre ne valent guère !» confiait-il aux seigneurs qui l'entouraient. « Mon père, le comte Philippe, que beaucoup de vous ont bien connu et fidèlement servi. »« Oui, nous l'avons connu, c'était un preux homme, un vaillant !» répondaient les barons d'Artois. « Mon père fut blessé à mort au combat de Furnes.
C'est dans son trèfle que nous sommes, disait Robert en accompagnant ces mots d'un large geste circulaire. Et mon grand-père, le comte Robert! Ah, le brave, le bon suzerain que c'était! Respectant nos bonnes coutumes, jamais en vain on lui demandait justice! 4 années après, le voilà raide, navré à Courtrai! Jamais les deux ne s'en vont sans le troisième, demain peut-être, mes seigneurs, vous me porterez en terre! Il est 2 sortes de superstitieux. Ceux qui n'évoquent jamais le malheur de peur de l'attirer, et ceux qui espèrent le détourner en lui accordant un tribut de parole. Robert d'Artois était de la seconde espèce. « Comment ? Verse-moi un autre gobelet, et buvons à mon dernier jour, cria-t-il. « Nous ne voulons point. Nous vous ferons rempart de notre corps, répondirent les chevaliers artésiens. Qui donc, hormis vous, défend nos droits ? Ils le considéraient comme leur suzerain naturel et l'idolâtraient un peu pour sa taille, sa force, son appétit, ses largesses. Tous rêvaient de lui ressembler, tous s'appliquaient à l'imiter. Or, voyez mes bons seigneurs, comment on est récompensé de temps versé pour le royaume, reprit-il. Parce que mon grand-père est mort après mon père, oui, pour cela, le roi Philippe en a pris occasion pour me faire tort de mon héritage, et de donner l'Artois à ma tante Mao, qui vous traite si bien avec l'aide de tous ces hirçons, le chancelier, le trésorier, et tous les autres, qui vous écrasent de redevances, et vous refusent vos droits. Si nous allons demain en bataille, et qu'un hirçon se trouve à portée de ma lance, je lui promets quelques coups qui ne viendra pas forcément des Flamands, déclara un gaillard aux gros sourcils roux qui s'appelait le sire de Soistre. Robert d'Artois, en dépit de ce qu'il buvait, gardait la tête claire. Tout ce vin distribué, les filles offertes, et tant d'argent dépensé avaient leur raison. Le géant travaillait à avancer ses affaires. « Mes nobles sires, dit-il, d'abord la guerre du roi, dont nous sommes les loyaux sujets, et qui, pour l'heure, je vous l'assure, est tout acquis à vos justes doléances. Mais une fois la guerre achevée, alors, mes seigneurs, je vous donne conseil de ne point vous désarmer. C'est une bonne occasion que vous avez là d'être en troupe avec vos gens réunis. Rentrez ainsi en Artois et parcourez le pays pour chasser les agents de Mao et les fesser au cul sur la place des bourgs. Et moi je vous appuierai à la chambre du roi et reprendrai s'il le faut mon procès en appel du jugement qui m'a lésé. Et je m'engage à restaurer vos coutumes, comme elles étaient au temps de mes pères. Ainsi ferons-nous, messire Robert, ainsi ferons-nous. Soistre ouvrit les bras. « Jurons, s'écria-t-il, de ne point nous séparer avant qu'il n'ait été fait droit à nos requêtes, et que notre bon sire Robert ne nous ait été rendu pour être notre comte. »« Nous le jurons, répondirent les barons. Il y eut forces embrassades, et encore de grandes rasades versées, et l'on alluma les flambeaux parce que le jour baissait. Robert se réjouissait de voir la Ligue d'Artois qu'il avait fomentée si bien prête à l'action. C'eût été sottise vraiment que de mourir le lendemain. À ce moment, un écuyer pénétra dans la tente en disant « Monseigneur Robert, les chefs de bannière sont requis séants au trèfle du roi. » Quand d'Artois entra sans hâte chez le roi, la plupart des grands seigneurs déjà s'y trouvaient, assis en cercle pour ouïr le connétable. Beaucoup ne s'étaient lavés ni rasés depuis 6 jours. Ordinairement, ils n'auraient jamais passé temps si long sans aller aux étuves. Mais la crasse faisait partie de la guerre. Lassé de devoir répéter les mêmes évidences, Gaucher de Châtillon fut bref et presque impertinent à l'égard du souverain. Ce roitelet, décidément, ne lui convenait guère, qui tranchait seul sur les sujets qui eussent mérité conseil et tenait assemblée lorsqu'il eût dû ordonner. Gaucher avait été habitué à d'autres méthodes où le commandement des troupes ne constituait pas matière à délibérer. Étalant sa cotte de soie bleue sur ses genoux, Valois commença de pérorer. « Il est vrai, sire mon neveu, comme Gaucher vient de le confirmer, qu'on ne peut davantage rester en ce lieu où tout s'abîme à la fois, l'âme des hommes et le poil des chevaux. L'inaction nous gâche autant que la pluie. » Il s'interrompit parce que le roi s'était retourné et parlait à Mathieu de Trie, son chambellan. Le hutin réclamait seulement qu'on lui passât son drageoir. Les difficultés lui inspiraient le besoin de sucer ou de croquer quelques sucreries. « Poursuivez, mon oncle. Je vous prie, dit-il. « Il faut déloger demain tôt le matin, reprit Valois. Trouver un passage à la rivière en amont et courir sus aux Flamands pour les culbuter avant le soir. Avec des hommes sans vivre, des montures sans fourrage, dit le connétable.
La victoire leur remplira le ventre. Ils peuvent tenir encore une journée. C'est le jour d'après qu'il sera trop tard. Et moi, je vous réponds que vous allez vous faire tailler ou vous faire noyer. Il faut, si vous m'en croyez, retirer l'armée sur une hauteur vers Tournai ou Saint-Amand, laisser les viandes nous parvenir, les eaux s'écouler. On voit bien, cousin, dit Valois, que vous touchez 100 livres la journée quand le roi chevauche avec l'ost, et que vous vous souciez peu de voir finir la guerre. Le ton voulait être celui de la boutade, mais le connétable blessé au vif répliqua « Je suis au devoir de vous rappeler, cousin, que même le roi ne peut marcher sus à l'ennemi sans que le connétable en ait donné l'ordre. Et cet ordre, en l'état présent, je ne le donnerai point. Ce faisant, le roi peut toujours changer de connétable. » Un pénible silence s'ensuivit. L'affaire prenait un mauvais tour. Pour complaire à Valois, Louis X allait-il révoquer le chef des armées, comme il avait destitué Marigny et tous les légistes de Philippe le Bel? Le comte de Poitiers immédiatement intervint. « Mon frère, je partage entièrement le conseil de Gaucher. Nos troupes ne sont point en mesure de combattre, sans s'être restaurées une bonne semaine. »« C'est aussi mon avis, » dit le comte Louis d'Évreux. « Alors, on ne châtiera donc jamais ces Flamands » s'écria Charles de la Marche, qui se plaisait à copier Valois. Le connétable eut pour le plus jeune frère du roi un regard de mépris. L'oison, comme l'appelait sa propre mère la reine Jeanne, avait parlé. Sur quoi le comte de Champagne annonça qu'il s'en irait si on ne livrait pas bataille le lendemain. Ses chevaliers s'agitaient trop, et de toute manière, il ne les avait levés que pour 2 semaines. Valois écarta ses mains chargées de bagues, comme pour dire « Vous voyez ». Mais il semblait déjà moins convaincu, et seul l'amour-propre l'empêchait de revenir sur ses opinions belliqueuses. « Retraite ou défaite, sire, voilà le choix, » dit Gaucher. Le roi ne donnait pas toujours signe de savoir à quel parti se résoudre. Toute cette équipée ne faisait de sens pour lui que rapidement menée. Prendre la décision de la sagesse, se regrouper ailleurs, attendre, c'était repousser d'autant l'heure de son mariage et obérer un peu plus ses finances. Quant à prétendre franchir une rivière en crue et charger au galop dans la boue, au vrai, il avait pensé qu'il ne serait pas obligé de charger et que les Flamands céderaient devant le seul déploiement d'un ost si formidable. Robert d'Artois, qui se tenait assis derrière Valois, se pencha vers celui-ci et lui murmura quelques mots. Valois approuva de la tête d'un air indifférent. Qu'on fît ce qu'on voudrait, il se retirait du débat. Robert, alors, se leva et s'avança de 3 pas pour mieux dominer l'assemblée. « Sire, mon cousin, dit-il, je devine votre souci. Vous n'avez point assez de moyens d'argent pour maintenir ce grand toast à ne rien faire. En outre, votre nouvelle épouse vous attend, que nous avons tous hâte à voir reine, comme nous avons hâte à vous voir sacrée. Mon conseil est qu'il ne faut point s'obstiner. Ce n'est pas l'ennemi qui nous oblige à rebrousser, c'est cette pluie où je vois la volonté de Dieu devant laquelle tout un chacun, si puissant qu'il soit, doit s'incliner. Notre Seigneur sans doute vous signifie ainsi de ne pas combattre avant d'avoir été oint des saintes huiles. Vous tirerez autant de gloire, mon cousin, d'un beau sacre que d'une bataille aventureuse. Renoncez donc pour le moment à châtier ces mauvais Flamands, et si la peur que vous leur avez inspirée ne suffit point, revenons en même nombre au prochain printemps. » Dans l'embarras où l'on piétinait, cette solution radicale, celle du renoncement, proposée par un homme dont on ne pouvait suspecter le courage aux armes, reçut l'assentiment d'une grande partie des barons, et tout d'abord celui du roi. Montrant une fois de plus son manque de pondération, Louis X se rua avec empressement et reconnaissance dans l'échappée que d'Artois lui découvrait. « Mon cousin, vous avez parlé sagement, déclara-t-il. Le ciel nous manifeste son avertissement que l'armée reparte donc, puisqu'elle ne peut poursuivre. » Puis, enflant la voix pour se donner de la majesté, il ajouta « Mais je jure Dieu que si je suis encore en vie l'an prochain, j'irai envahir les Flamands et n'aurai avec eux nulle accordance, qu'ils ne s'abandonnent en tout à ma volonté. » Il n'eut plus alors d'autre souci que de déloger. Il fallut au connétable et à Philippe de Poitiers beaucoup d'insistance pour le convaincre de mesures indispensables, comme de maintenir au moins quelques garnisons le long de la frontière de Flandre. Il ne les entendait plus, il était déjà parti. Dans cette dispersion, Valois trouvait son compte. Il avait maintenu à peu de frais sa réputation héroïque. D'Artois y trouvait le sien, mieux encore.
La guerre manquée profitait à sa ligue. Telle était la hâte du roi qu'elle se fit contagieuse et que le lendemain matin, faute de charroi et de pouvoir extraire de la boue tout le matériel, on mit le feu aux tentes, aux meubles, à l'équipement. L'appétit de destruction se soulageait ainsi. Laissant derrière elle, sur de vastes espaces, des embrasements fumeux qui luttaient contre l'éternelle pluie, l'armée, fourbue et affamée, se présenta au soir devant Tournai. Les habitants effrayés fermèrent les portes de la ville. On n'exigea pas qu'ils les ouvrissent. Le roi alla demander asile dans un monastère. Le surlendemain, 7 août, il était à Soissons, d'où il signa les ordonnances qui mettaient fin à la campagne. Il chargea Valois des préparatifs du sacre et envoya Philippe de Poitiers à Saint-Denis afin d'y rendre l'oriflamme et d'y prendre l'épée et la couronne. Les princes se retrouveraient entre Reims et Troyes pour se porter au-devant de Clémence de Hongrie. 14 jours avaient suffi à Louis Hutin pour déposer dans la corbeille de ses secondes noces l'inoubliable ridicule de l'expédition par lui conduite, et qu'on ne désignait déjà plus que sous le nom d'Osteboueux. Le filtre. Une litière légère, portée par 2 mules à la tête desquelles couraient des valets, pénétra dans la grande cour de l'hôtel d'Artois, rue Mauconseil. Béatrice d'Hirson, nièce du chancelier d'Artois et demoiselle de parage de la comtesse Mao, en descendit. Nul n'aurait pu penser que cette belle fille brune venait de parcourir près de 40 lieues en 2 jours. Sa robe était à peine fripée, son visage était lisse et frais comme au sortir du sommeil. D'ailleurs, elle avait dormi une partie de la route sous de bonnes couvertures au balancement de la litière. La poitrine haute, la jambe longue, avançant d'un pas qui paraissait lent parce qu'il était allongé et toujours égal, elle se rendit directement auprès de sa maîtresse. La comtesse était attablée devant son second repas qu'elle prenait vers tierce. « C'est fait, madame, » dit Béatrice, en tendant à la comtesse une minuscule boîte de cornes. « Comment va ma fille Jeanne ?» D'une voix traînante, nasale et toujours vaguement ironique, même quand il n'y avait aucun motif à ironiser, la demoiselle de parage répondit, marquant des pauses inattendues, « La comtesse de Poitiers va bien, madame, aussi bien qu'il se peut. Le séjour de Dourdan ne lui est point trop pénible. Elle a mis de son côté les gardiens. Elle a le teint clair et n'a que peu maigri. Elle est soutenue par l'espérance et le soin que vous prenez d'elle. »« Ses cheveux ?» demanda la comtesse. « Ce sont des cheveux d'1 an, madame, pas aussi longs encore que des cheveux d'homme, mais ils semblent pousser plus drus qu'ils n'étaient avant. »« Enfin, est-elle présentable ?» Avec une guimpe autour du visage, assurément, et puis elle peut s'orner de fausses nattes. « Les faux cheveux ne se gardent pas au lit, » dit Mao. Elle avala par grandes cuillerées la fin d'un potage au pois et au lard, et pour s'alléger le palais, but un gobelet de vin d'Arbois. Puis elle ouvrit la boîte de cornes, considéra la poudre grise qui en formait le contenu. « Combien cela me coûte-t-il » ? 22 livres. « Peste ! Les magiciennes font bien payer leur science !» Elle risque gros. « Combien là-dessus as-tu gardé pour toi ?»« Presque rien, madame. Juste de quoi m'acheter cette robe d'écarlate que vous m'aviez promise et ne m'aviez point donnée. » La comtesse Mao ne put s'empêcher de sourire. Cette fille savait comment la prendre. « Tu dois avoir le ventre creux, goûte un peu à ce pâté de canard, » dit-elle en se servant à elle-même une épaisse tranche. Puis, revenant à la boîte de cornes, elle ajouta « Je crois à la vertu des poisons pour se débarrasser d'un ennemi, mais guère au filtre pour se gagner un adversaire. Ce sont tes idées, pas les miennes. »« Et pourtant, je vous assure, madame, qu'il y faut croire, » répondit Béatrice. « Celui-ci est fort bon. Il n'est pas fait à la cervelle de mouton, mais seulement aux herbes, et préparé devant moi. Je suis donc allé à Dourdan, et j'ai tiré un peu de sang du bras droit de madame Jeanne. Puis j'ai porté ce sang à la personne que je vous ai dit, Isabelle de Ferrienne, qui l'a mélangé avec de la verveine, de la mourette, de la livèche, et cette Ferrienne a prononcé la formule de conjuration. Elle a déposé le mélange sur une brique neuve et l'a brûlé avec du bois de frêne pour obtenir la poudre que je vous apporte. Il n'est plus maintenant qu'à mettre cette poudre dans une boisson, la faire avaler au comte de Poitiers, et avant peu, vous le verrez repris d'amour pour son épouse.
avec une force que rien ne pourrait entraver. Doit-il toujours venir vous visiter ce matin? Je l'attends, il est rentré de l'Ost hier soir, et l'ai prié de passer me voir. Alors je vais aussitôt mêler le philtre à l'hypocras, que vous lui offrirez à boire. L'hypocras, qui est chargé en épices et sombre de couleur, dissimulera bien la poudre. Mais je vous conseille, madame, de vous remettre au lit et de feindre d'être malade pour avoir prétexte de ne pas boire vous-même, car il ne faudrait pas que vous alliez absorber ce breuvage et vous trouver prise d'amour pour madame votre fille. C'est en tout cas une bonne idée que de le recevoir couché, répondit la comtesse d'Artois, et de me prétendre en mauvais point. On peut dire les choses plus droitement. Elle fit enlever la table, demanda une robe de nuit et se remit au lit. Puis elle appela auprès d'elle son chancelier, Thierry d'Hirson, ainsi que son cousin germain, Henri de Sully, qui logeait chez elle. Et elle travailla en leur compagnie aux affaires de son comté. Un peu plus tard, on annonça le comte de Poitiers. Il entra, vêtu de sombre comme à l'ordinaire, ses jambes de héron chaussées de bottes souples, et la tête, sous le chaperon à crête, un peu penchée au bout de son long corps. « Ah, mon beau-fils !» s'écria Mao, comme si elle avait vu apparaître le sauveur. « Que je suis aise de votre venue, savez-vous à quoi je m'occupais? Je me faisais lire l'état de mes biens pour dicter mes volontés dernières. J'ai souffert la plus mauvaise nuit du monde, toute torturée aux entrailles par l'angoisse de la mort, et j'avais grand crainte de passer outre sans vous avoir ouvert ma pensée, pour ce que je vous aime, en dépit de tout, d'un cœur de mère. » Afin de conjurer les mensonges qu'elle venait de proférer, elle tira le petit reliquaire en forme de médaillon qu'elle portait sur la poitrine au bout d'une chaîne d'or et le baisa dévotement. « Que Saint Druon me protège !» dit-elle en reglissant le médaillon dans son vaste corsage. Bien installée parmi ses coussins de brocart, les joues rebondies et colorées, l'épaule large, le bras charnu, Mao offrait les signes d'une robuste santé. Tout au plus aurait-elle eu besoin peut-être de se faire tirer 1 ou 2 pintes de sang. « Allons, elle va me donner la comédie, pensa Philippe de Poitiers. De nature comme d'apparence, elle ressemble trait pour trait à Robert. Ils se haïssent trop d'être pareils. Je gagerais qu'elle va me parler de lui. » Il ne se trompait pas. Mao se mit aussitôt à vitupérer ce mauvais neveu, ses manœuvres, ses intrigues, et la ligue qui l'animait contre elle. Pour Mao comme pour Robert, toutes les affaires du monde passaient par le comté d'Artois qu'ils se disputaient depuis 13 ans. Leurs pensées, leurs démarches, leurs amitiés, leurs alliances, leurs amours même, se rattachaient toujours de quelque façon à cette lutte. L'un n'entrait dans un clan que parce que l'autre appartenait au clan adverse. Robert ne soutenait une ordonnance royale que parce que Mao la désapprouvait. Mao était d'avance hostile à Clémence de Hongrie parce que Robert avait donné appui au mariage. Cette haine qui excluait tout accord, toute transaction, dépassait son objet, et l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas entre la géante et le géant une sorte de passion à rebours, inconnue d'eux-mêmes, et qui se fût mieux apaisée dans l'inceste que dans la guerre. « Toutes ces méchancetés avancent mon trépas, » dit Mao. « J'ai su que mes vassaux assemblés par Robert ont prononcé serment contre moi. C'est cela qui m'a remué les humeurs et mis dans l'état où je suis. »« Ils ont juré ma mort, monseigneur !» dit Thierry d'Hirson. Philippe de Poitiers se tourna vers le chanoine chancelier et vit que c'était lui, et non Mao, qui était malade, de peur. « J'allais monter à l'Ost pour remettre de l'ordre dans ma bannière, » reprit Mao. « J'avais fait sortir, comme vous voyez, mes atours de guerre. » Elle désigna vers un coin de la pièce un imposant mannequin revêtu d'une longue robe en maille d'acier et d'une cotte de soie brodée aux arbres d'Artois. À côté était préparé le aume et les gantelets. Mao soupira. Elle regrettait l'occasion perdue. Elle aimait bien se vêtir en chevalier comme un homme. « Et puis j'ai appris la fin de cette glorieuse chevauchée qui coûte au royaume l'argent et l'honneur. Ah ! L'on peut dire que votre pauvre frère n'est guère fortuné et que tout ce qu'il entreprend va à la traverse. En vérité, je vous le dis, comme je le crois, vous auriez fait un bien meilleur roi que lui, et c'est grande pitié pour tous, mon beau-fils, que vous soyez né le second. Votre père, que Dieu l'ait en grâce, en soupirait souvent. » Depuis le scandale de la Tour de Nesle et la détention de Jeanne à Dourdan, le comte de Poitiers n'avait revu sa belle-mère que dans les cérémonies publiques, lors des funérailles de Philippe le Bel, par exemple, ou bien aux séances de la Chambre des Pairs, mais jamais en privé. Il se marquait de la froideur. Pour une reprise de contact,
L'ouverture était grosse. Mao, dans le compliment, ne prenait pas la petite mesure. Elle invita son gendre à s'asseoir plus près de son lit. Hirson et Sully se retirèrent vers la porte. « Mais non, mes bons amis, vous n'êtes point de trop. Vous savez bien que je n'ai pas de secret pour vous, leur dit-elle. En même temps, elle leur faisait signe d'un mouvement de doigt de sortir de la pièce. Or, il était peu habituel chez les grands seigneurs de recevoir un visiteur tête-à-tête. Leurs appartements étaient constamment occupés ou traversés par des parents, des familiers, des vassaux, des serviteurs. Les entretiens se déroulaient généralement au vu de tous ou au moins en présence d'un gentilhomme de la chambre ou d'une dame de parage. D'où la nécessité de l'allusion, du demi-mot. Lorsque les deux interlocuteurs principaux se retiraient dans une embrasure de fenêtre pour converser à voix basse, les gens de leur suite affectaient le détachement, mais se sentaient facilement ou vexés ou inquiets. Tout entretien à porte close prenait une allure de complot. Et c'était bien l'allure que Mao voulait donner à son entretien avec le comte de Poitiers, ne fût-ce que pour le compromettre un peu et le faire mieux entrer dans son jeu. Aussitôt qu'ils furent seuls, elle lui demanda « Quels sont vos sentiments pour ma fille, Jeanne ?» Comme il hésitait à répondre, elle entama sa plaidoirie. Certes, Jeanne de Bourgogne avait eu des torts, de grands torts même, en n'avertissant pas son mari des intrigues d'alcôve qui déshonoraient la maison royale, et en se faisant complice, volontairement, involontairement, qui pouvait le dire, du scandale. Mais elle-même n'avait point péché de corps ni trahi le mariage. Tout le monde le reconnaissait, et le roi Philippe lui-même, pourtant si courroucé, en était convenu, puisqu'il avait assigné à Jeanne une résidence particulière, sans jamais signifier que cette réclusion fût à vie. « Je sais, j'étais au conseil de Maubuisson, » dit le comte de Poitiers qui souhaitait couper à ses souvenirs amers. « Et comment Jeanne aurait-elle pu vous trahir, Philippe ? Elle vous aime, elle n'aime que vous, qu'il vous suffise de vous rappeler ses cris lorsqu'on l'emmena dans son chariot noir. « Dites à monseigneur Philippe que je suis innocente !» J'en ai encore le cœur fendu, moi, sa mère, d'avoir dû assister à cela, et depuis 15 mois que la voilà à Dourdan, je le sais par son confesseur, jamais un mot contre vous. Rien que des paroles d'amour et des prières à Dieu pour regagner votre cœur. Je vous assure que vous avez là une femme plus fidèle, plus dévouée que beaucoup, et qui a été durement châtiée. Elle rejetait toutes les fautes, toutes les culpabilités sur Marguerite de Bourgogne. Et cela avec d'autant plus de tranquillité que Marguerite, premièrement, n'appartenait pas à sa proche famille, et secondement, n'existait plus. C'était Marguerite la pécheresse, la dévergondée, la catin. C'était Marguerite qui avait entraîné Blanche, pauvre enfant inconsciente, et qui avait abusé l'amitié de Jeanne. D'ailleurs, à Marguerite elle-même ne devait-on pas concéder quelques excuses? L'espoir d'être reine de Navarre ne suffit pas à tout, et quelle femme ne se fût attristée du mari qu'on lui avait donné? En définitive, Mao tenait le hutin pour le premier responsable de son infortune. « Il paraît que votre frère n'est pas très bien membré. » On m'a toujours assuré au contraire qu'il était normal de ce côté-là, encore qu'un peu effarouché ou violent sur la chose, mais nullement empêché, répondit le comte de Poitiers. « Vous n'avez point comme moi les confidences des femmes, répliqua Mao. Elle se redressa, massive, sur ses oreillers, regarda son gendre droit dans les yeux. « Philippe, parlons clair, dit-elle. Croyez-vous que l'héritière, la petite Jeanne de Navarre, soit de lui ou du galant de Marguerite ?» Philippe de Poitiers se frotta un instant le menton. « Mon oncle Charles de Valois affirme qu'elle est bâtarde, répondit-il. Et Louis lui-même, par la façon qu'il a d'éloigner cet enfant, semble le confirmer. D'autres, comme mon oncle d'Évreux, ou bien sûr le duc de Bourgogne, la tiennent pour légitime. S'il arrivait malheur à Louis, qui n'est pas bien fort de santé, vous êtes dans le moment le second en ligne de succession. Mais si la petite Jeanne est déclarée bâtarde, comme nous pouvons penser qu'elle l'est, alors vous devenez le premier, et c'est à vous d'être roi. Vous êtes fait pour régner, Philippe. La nouvelle épouse qui lui arrive de Naples fournira peut-être à mon frère un héritier, s'il est capable de procréer, ou si Dieu lui en laisse le temps, dit Mao en appuyant bien sur ces derniers mots. À ce moment, Béatrice d'Hirson entra, portant un plateau chargé d'une aiguière ciselée, de gobelets de vermeil et d'une coupe emplie de dragées. Mao eut un mouvement d'impatience. L'interruption était vraiment peu opportune. Mais, sans se troubler ni se hâter, la demoiselle de Parage emplit les gobelets et présenta au comte de Poitiers Hippocrate et dragées.
Mao étendit machinalement la main vers un gobelet. Béatrice la regarda de telle façon qu'elle se reprit, disant « Oh non, je suis trop malade, tout me tourne sur le cœur. » Poitiers réfléchissait. Il n'avait pas manqué lui-même durant les mois récents de penser à l'éventualité de la succession. En clair, Mao lui proposait alliance et soutien pour le cas où Louis X viendrait à disparaître. Béatrice d'Hirson était ressortie. « Ah, Philippe, sauvez ma fille Jeanne de la mort, je vous en conjure !» s'écria soudain Mao pathétique. « Elle n'a point mérité tel sort. »« Mais qui donc la menace ?» demanda Poitiers. « Robert, toujours lui !» répondit-elle. « J'ai appris qu'il était de connivence avec votre sœur Isabelle pour machiner la perte de mes filles et de Marguerite, et j'ai vu ce grand gueux à la place où vous êtes venir m'annoncer lui-même mon malheur, la mine tout apitoyée, et moi, je l'ai cru sincère. Il se pourléchait, le putois. Mais cela ne lui portera pas bonheur, comme cela n'a pas porté bonheur à Isabelle. Son mari a reperdu l'Écosse et continue de se vautrer dans le vice avec des portefaix. » Elle s'arrêta un instant parce que Poitiers approchait le gobelet de ses yeux myopes pour en examiner la ciselure. Puis elle enchaîna. « Mais mon Satan de Robert a fait mieux depuis. Savez-vous que le jour où Marguerite fut trouvée morte, Robert était entré à Château-Gaillard au petit matin. » « Vraiment ?» dit Poitiers, sans montrer une surprise extrême. Il avait lui aussi ses informations. Il but une gorgée et parut apprécier le breuvage. Blanche, enfermée dans la même tour, a tout entendu. La pauvre enfant depuis est comme folle. Elle m'a fait parvenir l'autre jour un message. Entendez-moi, Philippe. Il va les tuer l'une après l'autre. Son jeu est clair. Robert à présent peut agir à sa guise et tout obtenir du roi. Ils sont complices du même meurtre. Il suffit que Robert parle pour que Louis approuve. Maintenant, il va s'attaquer à ma descendance. Je suis seule, veuve, avec un fils trop jeune encore pour qu'il me puisse fournir appui, et pour la vie duquel je tremble autant que pour la vie de mes filles. Tant de douleurs et de craintes ne peuvent-elles pas faire mourir une femme avant l'âge ? À nouveau, elle toucha sa relique pectorale. Dieu m'est témoin que je ne voudrais pas trépasser en laissant mes enfants livrés à ce chacal. De grâce, reprenez votre épouse auprès de vous pour la protéger et montrez du même coup que je ne suis point sans allié, car s'il arrivait que Jeanne fût enlevée à la vie, ou bien resta recluse, et que l'Artois me fût ôté comme si fort on s'y emploie, alors je serais obligé de demander retour pour mon fils du Palatinat de Bourgogne, qui était la dot de Jeanne. » Poitiers ne put qu'admirer l'adresse avec laquelle sa belle-mère avait planté sa dernière lance. Ainsi le marché était nettement proposé. Ou bien vous reprenez Jeanne, et je vous pousse au trône s'il devient vacant, afin que ma fille soit reine de France, ou bien vous refusez la réconciliation conjugale, mais alors je renverse mes positions et négocie la reprise du comté de Bourgogne contre l'abandon de l'Artois. Or, la Bourgogne-Comté constituait non seulement une immense possession, mais aussi, par sa situation de palatinat, un possible accès à la couronne élective de l'Empire d'Allemagne. Poitiers contempla un instant Mao, monumentale sous les grandes courtines de brocart drapées autour de son lit. Elle est fourbe comme le renard, obstinée comme le sanglier. Elle a sans doute du sang sur les mains, mais je ne pourrai jamais me défendre d'avoir pour elle de l'amitié. Dans sa violence comme dans son mensonge, il y a toujours une pointe de naïveté. Pour cacher le sourire qui lui venait aux lèvres, il but au gobelet de vermeil. Il ne promit rien, ne conclut rien, car il était de nature réfléchie et ne considérait pas qu'il y eût urgence à décider. Mais à tout le moins, il voyait déjà le moyen de contrebalancer au conseil des pairs l'influence de Valois, qu'il tenait pour funeste. Il but une dernière gorgée et dit « Nous parlerons de tout ceci au sacre, où nous allons nous revoir promptement, ma mère. » Et par ce « ma mère » qui l'employait pour la première fois depuis 15 mois, Mao comprit qu'elle avait gagné. Aussitôt après le départ de Philippe, Béatrice entra et examina le gobelet. « Il l'a vidé presque jusqu'au fond, » dit-elle avec satisfaction. « Vous verrez, madame, que monseigneur de Poitiers va bientôt aller à Dourdan. »« Je vois surtout, répondit Mao, qu'il nous fera un fort bon roi, si nous perdions le nôtre. »